Alors, notre chroniqueur aujourd'hui, c'est Frédéric Picard de Fontaine-Picard. Bonjour. Bonjour Michel. Comment ça va? Ça va toujours très bien. Oui? Oui. Bon, puis comment on se sent dans nos nouveaux locaux? Ah, on se sent bien. Un petit coup de neuf, ça fait du bien. Oui, hein? Ouais, 74 Saint-Jean-Baptiste. 74 Saint-Jean-Baptiste S. Alors, c'est pas compliqué. Coin de la gare. Oui, c'est ça. C'est au Coin coin de la Saint-Jean-Baptiste, c'est coin de la gare. Tout Ouais, juste à c'est ça. côté du local des Arbres-la-Seine qui sont encore là jusqu'au mois de juin, je pense. Puis en passant, pour nos clients de Lévis, Québec, on a toujours notre bureau à Lévis aussi. Il y a des clients qui se demandaient qu'on avait déménagé à Montmagny, mais toujours notre bureau à Lévis aussi. Bon. Frédéric, une chronique. Lorsque tu m'as envoyé le sujet hier soir, Oui. j'ai drôlement apprécié le sujet. Oui. C'est pas... il faut en parler. Quand on parle d'assurance, quand on parle de placement, on n'a pas le choix de parler de la mort parce qu'on sait qu'un jour, il y a une date. Oui, exactement. On ne connaît pas la date, mais il y a une date pour tout le monde. Il y a au moins ça de juste. Oui. Mourir avec ou sans testament. Oui. C'est mieux d'en parler quand on est encore en vie. Oui. Est-ce qu'un conjoint de fait hérite de son conjoint en cas de décès? D'abord, pas de testament, on est dans le trouble. Le testament, il y a bien des choses qui sont... si on ne fait pas de testament, c'est déjà prévu, selon le Code civil, comment ça va se passer. Alors, si un conjoint, ça, c'est... Il y a bien des choses qui peuvent être surprenantes et puis qu'on peut ne pas s'attendre. Prenons l'exemple d'un couple qui démarre dans la vie. Mettons des jeunes de l'âge de tes enfants ou un petit peu plus jeunes s'achètent leur première maison. OK? On les laisse aller, quittent le nid familial, s'achètent leur première maison en couple. Si, exemple, prenons la conjointe de ton fils décède, d'après toi, à qui va la partie de la conjointe qui est décédée? S'ils ne sont pas mariés. En principe, ça va pas à mon fils? C'est ça. C'est ça le problème. C'est ce qui semblerait logique. Hein? Il semblerait logique que l'autre hérite de sa moitié. Ensemble. Ils vivent ensemble, ils sont conjoints de fait. Alors, il semblerait logique que ce soit ça, mais c'est pas du tout ça. Tant que des conjoints ne sont pas mariés, au décès, ne bénéficient de rien de l'autre part de façon que s'il n'y a pas de testament. Alors, c'est vraiment... OK, ça veut dire que c'est pas parce qu'ils sont en couple aujourd'hui que tout va à l'autre. Non. Tu sais, dans le temps, on disait au dernier vivant les biens, là, c'est plus vrai, ça, là. Bien, si on se mariait, c'était Ouais. vrai. Si on avait un contrat de mariage, on pouvait désigner ça. Sauf que dans le cas d'un conjoint de fait, des conjoints de fait ne sont pas bénéficiaires. Alors, si un des deux décède, son conjoint de fait, ça va aux parents et aux frères et sœurs. Mais voyons donc. Imagines-tu le fiasco? Puis, je pensais ça un matin, j'ai pas de cas concret, mais si en plus, il avait souscrit à l'assurance prêt hypothécaire, l'assurance vie sur le prêt, la maison se retrouve payée, mais le conjoint survivant se retrouve à devoir refinancer sa maison pour pouvoir racheter sa partie auprès de ses beaux-parents, puis ses beaux-frères et ses belles-sœurs. Attends un petit peu, là. Un petit peu, là, ça devient compliqué, là. Ouais. Ce que tu es en train de me dire, c'est que, admettons que la conjointe décède, la moitié de la maison va à la famille. Aux À la famille, beaux-parents, aux parents de la aux fille. ex-beaux-parents, parce Bon, que là, il est OK. décédé, aux ex-beaux-parents, aux Et ex-beaux-frères. là, l'assurance vie ça- paye l'hypothèque. On doit 100 000 sur la maison, l'hypothèque est payée. Ouais. Mais faut que le conjoint rachète la moitié de la maison aux parents. Ben oui, parce qu'il n'est pas bénéficiaire. C'est ses beaux-parents et ses Voyons frères donc. Ça belles-sœurs veut dire qui que là, les héritent. beaux-parents vont faire la moitié de la propriété plus l'autre. Ça veut dire qu'ils Puis espérons qu'ils vont veulent la gagner vendre. 49, là. Espérons qu'ils veulent la vendre, c'est cette moitié-là, parce que sinon, ça Et- va être un fiasco encore plus important. Deuxième situation... Excuse-moi, mais là, est-ce qu'il faut qu'ils soient mariés ou est-ce qu'il faut qu'il y ait un testament ou les deux? Bien, les deux, selon leur volonté à eux. S'ils avaient été mariés, ben, à ce moment-là, il n'y aurait pas eu de problème. Ils auraient été bénéficiaires l'un de l'autre. Automatiquement, lorsqu'il y a mariage, ça règle le problème. Ça entre dans la succession ab intesta, qu'on appelle la succession sans testament. Fait que la succession de testament prévoit que le conjoint marié bénéficie, mais pas le conjoint de fait. C'est peut-être quelque chose qui devrait être corrigé dans la loi, mais actuellement, c'est comme ça. C'est comme le patrimoine familial.
s'applique au conjoint marié, mais ne s'applique pas au conjoint de fait. Mais ça m'amène à te poser une question. Admettons qu'il n'y a pas une grosse chimie entre les beaux-parents et le conjoint. Est-ce que ça se peut que les beaux-parents contestent le testament? Bien là, Est-ce que ça se peut? S'il y a un testament? Oui. S'il y a un testament, bien, le testament va être respecté, les volontés vont être respectées. Là. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème? OK. Parce qu'on entend ça des fois qu'il y a des testaments qui sont contestés. Oui. C'est ça. Bien, si vous allez devant le notaire, c'est sûr que vous assurez la paix d'esprit. Là. OK. C'est important. C'est pour ça que je pose la question, parce qu'on entend ça, l'occasion qu'il y a des testaments qui sont contestés. Oui. Hé, OK, c'est beau. Ces conjoints de fait-là, si on reprend conjoint de fait, ça veut vraiment dire... Conjoint de fait, c'est pas marié. C'est ça. Et puis, ça aurait été la même chose, même s'il y avait eu des enfants. S'il avait été le même couple avait eu des enfants, bien, qui aurait été bénéficiaire de la moitié de la maison? Les enfants. C'est pas les beaux-parents? Non. S'il y avait des enfants, ça se trouve avec les enfants qui héritent de tout. À ce moment-là, les beaux-parents sont plus dans l'accord. Sauf que des enfants mineurs, ça ne peut pas prendre des décisions avant 18 ans. Fait que, imaginez la situation qui peut arriver si on veut vendre la maison, des choses comme ça peut être beaucoup plus compliqué. Alors, on ne veut pas ça. Et là, qu'est-ce qui arrive avec l'assurance hypothèque? Là? Ça veut dire que là, la maison est payée, mais la maison appartient à 50 aux enfants. Oui. Ça veut dire que le conjoint n'a plus de dette. Puis les enfants ont des valeurs, puis qu'ils doivent... Okay. Ils doivent normalement être protégés jusqu'à temps qu'ils aient 18 ans. Fait que ça engendre toutes sortes de choses, même des conjoints mariés. Moi, c'est ma situation. J'ai une conjointe mariée, j'ai des enfants. Si je ne fais pas de testament, puis je décède aujourd'hui, ma conjointe n'hérite seulement que de 1/3 de mes biens et les enfants héritent de 2/3 de mes biens. C'est pas du tout ce que je voudrais qu'il arrive, parce que je veux pas que mes enfants mineurs de 7, 5 et 2 ans hérite d'une partie de ma maison. Alors... Mais voyons donc. T'es marié? Oui. Et là, c'est pas au dernier vivant les biens, ce n'est plus vrai, ça, là. Non, parce que ça prend vraiment un contrat de mariage, un contrat, un volet qui est ajouté au contrat de mariage jusqu'au dernier vivant les biens. Puis ça ne fait pas partie des contrats de mariage standard qu'on voit. J'aurais 60 000 questions à te poser. Là. Je pense qu'on va faire l'émission jusqu'à midi. Est-ce que ça va pour après les gens qui ont été mariés après le Code civil ou, comme moi, je suis marié depuis 30 ans? Oui. Qu'est-ce qui s'applique? Si tu n'as pas de testament, c'est exactement ça qui s'applique. Même si ça fait 30 ans que je suis marié? Si ton contrat de mariage avait un volet au dernier vivant les biens que tu as signé lors de ton mariage, il s'applique. OK. Mais c'est un volet qui n'appartient pas à tous les contrats de mariage. Donc, ça veut dire que là, il pourrait y avoir... admettons que le conjoint, sa conjointe décède, le conjoint veut vendre sa maison, les enfants sont trop jeunes, il ne peut pas vendre sa maison. Il peut, mais ça engendre beaucoup de complexité. Ça n'a pas de bon sens. Ça engendre beaucoup de complexité. Là. Je ne savais jamais que c'était rendu aussi complexe que ça. Donc, qu'est-ce que tu proposes? Le mariage ou le testament? Donc, mourir avec ou sans testament, mourir avec un testament. OK? OK. Toi, c'est le testament, c'est pas le mariage. Là. Bien, moi, je ne me mêlerai pas de la vie familiale des gens. Attention, hein? Attention, il ne va pas sortir des roches aujourd'hui. Moi, je me suis marié, mais les gens, ça leur appartient de se marier ou pas. Mais faire un testament, ça, c'est primordial. OK? Quand on commence à commence à faire vie commune, si on le fait en tant que conjoint marié ou en conjoint de fait, il faut avoir un contrat de testament. OK? Puis il y a deux façons de faire un testament. Soit que vous allez voir un notaire et puis vous êtes vraiment pris en charge, puis là, vous allez vraiment avoir un bon service, des bons conseils. Les gens ont souvent peur de payer trop cher, ça vaut la peine. Informez-vous ou appelez-nous, on va vous référer des notaires dans votre région. C'est très important. La deuxième façon de faire un testament, qui est risquée, c'est de le faire holographe. OK? D'écrire son propre testament et de dire ce qu'on veut qu'il se passe à notre décès. Évidemment, on n'est pas des juristes. Je ne suis pas un juriste. Personne n'est un juriste quand on n'est pas notaire. Alors, on risque de faire des erreurs. OK? Des erreurs comme taper son testament à l'ordinateur puis le signer, c'est pas valable. OK? Si on a fait un testament holographe. Si on le fait devant témoin, on
peut le taper à l'ordinateur, faire signer des témoins. Et si on fait signer des témoins qui sont bénéficiaires, bien, à ce moment-là, ça pourrait invalider leur héritage. Si la personne trouve le testament holographe écrit à la main, et puis là, elle décide que ça ne fait pas son affaire, elle n'est pas bénéficiaire, jette dans le feu, et puis là, le testament, il n'est pas enregistré à la Chambre des notaires, il n'est pas enregistré nulle part. Si on ne le trouve pas, si on n'a pas dit qu'on l'a écrit, on ne le trouve pas, il n'est pas là. Fait qu'il y a plusieurs risques à faire un testament holographe, puis non seulement si on le trouve, il faut le faire homologuer par un avocat, et puis là, c'est encore plus cher normalement que de l'avoir fait devant notaire. Alors, c'est vraiment important, le plus tôt possible, de faire un testament et, si possible, le faire devant notaire, c'est encore mieux. OK? Alors, nous, là, on rentre dans ma partie personnellement. En tant que conseiller financier, nous, on vend des produits d'assurance, de placement. Et puis là, on peut nommer des bénéficiaires. OK? On peut nommer des bénéficiaires et puis là, ça va... Ça, c'est sur le contrat d'assurance, ça n'a rien à voir avec le testament. C'est ça, exactement. Si on nomme des bénéficiaires, la nuance, là. Ça ne rentre pas dans ce qui est écrit dans le testament. Genre de choses, et puis là, il faut vraiment nous consulter, nous faire part de votre situation précisément, parce que des cas qu'on voit souvent, c'est que les gens ont nommé des bénéficiaires. Mettons, on a nommé un bénéficiaire sur leur assurance vie. C'est leur seule succession. Admettons, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas d'autres valeurs. Et puis là, les frais funéraires doivent être payés. Fait que là, la personne a reçu le produit de l'assurance vie à son nom personnel. Et puis là, dans la succession, il faut payer les frais funéraires. Rien oblige la personne qui a reçu l'assurance vie à payer les frais funéraires. Fait que là, si l'enfant a reçu l'assurance vie, puis là, le conjoint survivant se retrouve avec la facture de frais funéraires, bien, elle n'a pas l'assurance pour la payer, alors que l'assurance avait probablement été prise pour payer les frais funéraires. Fait que là, à ce moment-là, sur l'assurance vie, il aurait peut-être été bon de ne pas désigner de bénéficiaire. Fait que là, c'est la même chose avec les placements. Vous pouvez désigner des bénéficiaires sur vos placements. Désignant les bons bénéficiaires, vous pouvez même des fois rendre vos placements insaisissables. Et puis, c'est bien important de ne pas mettre de bénéficiaires, faire attention aux bénéficiaires qui sont irrévocables, avoir des bénéficiaires qui sont révocables, qui peuvent être changés en tout temps si on décide de changer. Parce que si on met des bénéficiaires irrévocables sur nos contrats d'assurance vie ou de placement, à ce moment-là, ça prend toujours la signature de la personne qui était bénéficiaire. Puis si on n'est plus en bon terme, ça se peut que cette personne-là ne veuille plus signer. C'est un point important, M. Picard, aujourd'hui. C'est important. Très important. C'est important de nous consulter. Oui. Puis on va vous dire, c'est sûr qu'on va vous dire qu'un testament, c'est important. Puis après ça, on va vous conseiller aussi si vous devez nommer des bénéficiaires ou non sur tous vos contrats d'assurance vie et de placement. Frédéric Picard et son équipe, Fontaine-Picard, coin de la gare, Saint-Jean-Baptiste, facile à trouver, 74 Saint-Jean-Baptiste-Est. Merci Frédéric, très intéressant comme sujet. Alors, l'importance de où se marier, ou faire un testament, c'est à vous de faire le choix. Voilà, et on se retrouve dans 15 jours. Oui. Merci Frédéric. On s'arrête dans quelques instants, les anniversaires IGA.